Je m'appelle Élise Maréchal, j'ai 33 ans, et la nuit où tout a basculé, j'étais assise sur le sol de la chambre de Camille, à 2h17 du matin, les yeux fixés sur l'écran de mon téléphone, en train d'écouter mon mari porter un toast à l'idée de me faire interner. Je veux que tu comprennes ce que je portais ce soir-là. Un vieux pull-over de Thibaut, gris, trop grand, les manches retroussées jusqu'au coude. Des mèches de cheveux tombées d'un chignon que j'avais mis 2 jours avant et que je n'avais pas refait. Camille dormait sur ma poitrine. 7 semaines, 5 kilos d'œufs, le poids de quelque chose pourquoi j'aurais mis le feu à tout. Et je regardais l'application du babyphone, celui que j'avais installé 3 jours plus tôt malgré les objections de Thibaut, qui me montrait un angle du couloir que je n'étais jamais censée voir, et j'entendais une voix avec laquelle je partageais un lit depuis 4 ans dire ces mots-là. Elle ne le verra pas venir. Elle me fait entièrement confiance. Je suis restée là, sans bouger, pendant 4 minutes. Je le sais parce que l'horodatage tournait dans le coin de l'écran. 21h43 à 21h47. 4 minutes pendant lesquelles tout ce que je croyais réel s'est réorganisé en quelque chose que je ne reconnaissais plus. Mais laisse-moi reprendre depuis le début. Parce que tu dois comprendre quelle femme j'étais avant de devenir la femme assise sur ce sol. Si tu es déjà penché vers l'écran, si quelque chose dans ces premières phrases t'a serré l'estomac, je veux que tu appuies sur j'aime avant qu'on aille plus loin, que tu t'abonnes pour ne manquer aucune partie de ça et que tu partages cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laisse un commentaire pour me dire d'où tu regardes et quelle heure il est là où tu es. Ça m'aide de savoir que vous êtes là. Voilà, maintenant, le début. J'ai grandi à Périgueux, en Dordogne, l'aîné de 2 enfants. Mon père travaillait 60 heures par semaine dans un cabinet comptable et rentrait le soir avec cette fatigue particulière qui rend les gens silencieux d'une façon qui n'a rien d'apaisé, juste vide. Ma mère gérait la maison. Elle était efficace, organisée, et je ne l'ai jamais entendu dire qu'elle était fatiguée. Je crois que le dire aurait rendu la chose réelle. Ce que j'ai compris très tôt, sans que personne me l'explique, c'est que la façon de prouver ta valeur dans notre maison, c'était de ne rien demander. Tu te rendais facile, tu anticipais, tu résolvais les problèmes avant qu'ils deviennent le problème de quelqu'un d'autre. J'avais 10 ans la première fois que j'ai vraiment compris ce que j'étais dans cette famille. Ma mère avait fait une sorte de dépression silencieuse. Rien de spectaculaire, rien qui ait jamais été nommé ou soigné. Juste un mardi où elle s'est assise à la table de la cuisine et n'a plus pu se relever. Mon père a dit « Maman a besoin de repos ». Et puis il m'a regardée. Il m'a juste regardée. Et j'ai compris que la maison était la mienne maintenant. J'ai préparé les repas de mon frère Mathieu pendant 2 semaines. J'ai signé les mots dans le cahier. J'ai assuré que les bons vêtements soient propres les bons jours. Personne ne me l'avait demandé. Personne ne m'a remercié après. C'est simplement ce que faisait celle sur qui on pouvait compter. Je me suis dit pendant 20 ans que c'était une force, que j'étais fiable, capable, la personne sur laquelle les autres pouvaient s'appuyer. Ce que je ne me permettais pas de penser, pas pendant longtemps, c'est ce que ça coûte d'être cette personne. Ce que ça coûte de ne jamais avoir le droit de s'effondrer, parce que s'effondrer n'est pas disponible pour toi. Parce que tu as vu ta mère le faire une fois, et tu as vu comment tout le monde la regardait après, et tu as pris une décision dans la cuisine d'une maison de Périgueux, à 10 ans, que personne ne te regarderait jamais de cette façon-là. Si tu t'es déjà rendu facile, la personne capable, celle qui tient tout debout en espérant discrètement que quelqu'un le remarquera, je veux que tu restes avec moi. Cette histoire est aussi la tienne. Je me suis payé mes études à l'université de Bordeaux entre une bourse sur critères sociaux et 20 heures par semaine à la caisse d'un hypermarché à Mériadec. J'ai étudié l'ergothérapie parce que j'avais regardé ma mère disparaître dans un rôle qui ne laissait aucune place à ce qu'elle était vraiment, et je voulais consacrer ma vie professionnelle à aider des gens à se réapproprier des fonctions, à se réapproprier eux-mêmes, après que quelque chose les leur avait été retiré. Diplômée en 3 ans et demi pour économiser sur les frais, installée à Bordeaux, rue du Palais Gallien. J'ai construit une patientèle pédiatrique, des enfants entre 2 et 12 ans, dont on me disait qu'ils me demandaient spécifiquement.
Pas parce que j'étais la thérapeute la plus chaleureuse, je ne le suis pas naturellement, mais parce que j'étais précise. Je remarquais les choses. Ma collègue Sabine disait souvent « Élise voit le détail dans le détail ». Je prenais ça comme le plus grand des compliments. J'ai rencontré Thibaut à une fête de fin d'année professionnelle. Il avait 34 ans, carrure large, cette façon naturelle de mettre les gens à l'aise dans une pièce que je n'avais jamais su faire. Il m'a donné, pour la première fois de ma vie adulte, la sensation que quelqu'un m'avait choisi spécifiquement, pas parce que j'étais utile, mais parce que j'étais désirée. Je sais ce que ça semble vouloir dire maintenant. Je le sais exactement. Mais je veux que tu comprennes ce que ce sentiment valait pour une femme qui avait passé 26 ans à se faire petite pour tenir partout où on avait besoin d'elle. Être choisie, c'était remonter à la surface. On s'est mariés quand j'avais 29 ans. Cérémonie sobre, nos deux familles. Sa mère, Hélène, portait un tailleur blanc cassé. Pas tout à fait blanc, mais assez proche pour que je le remarque et que je me dise que j'étais paranoïaque. Elle m'a serré dans ses bras à la réception et elle a dit « Tu es exactement ce dont Thibaut a besoin ». Je l'ai pris comme un compliment. Je repense à ces mots constamment. Les 2 premières années étaient bien. Pas parfaites. Il y avait de petites frictions, des moments où je sentais quelque chose se décaler puis se remettre en place, comme une porte qui ne pendrait pas tout à fait droit. Thibaut n'aimait pas beaucoup que j'aie des collègues avec lesquels je sortais le vendredi soir. Pas de façon dramatique. Il ne m'aurait jamais interdit quoi que ce soit. Mais il y avait ce retrait tranquille, cette baisse de température quand je rentrais, et je me suis retrouvée à annuler de plus en plus souvent, juste pour éviter le froid. Sabine l'a remarqué avant moi. Elle m'a dit un jour à déjeuner « Combien de fois tu fais vraiment ce que tu veux ?» J'ai ri et j'ai changé de sujet. Quand je suis tombée enceinte, quelque chose a changé chez Thibaut, et pas dans la direction que j'espérais. Il est devenu plus attentionné, ce qui semble bien, et qui au début me semblait bien, mais c'était l'attentionnement particulier de quelqu'un qui gère quelque chose. Quand je mentionnais que j'étais fatiguée, c'était noté. Quand j'étais émotive, j'étais enceinte, j'avais le droit d'être émotive. Ça semblait classé quelque part. Je le sentais être classé. Je l'ai dit à Sabine une fois en marchant, et elle s'est arrêtée, et elle m'a regardée, et elle a dit « Élise, qu'est-ce que ça veut dire, classé ?» Et je n'ai pas su expliquer. J'ai juste dit « Il s'en souvient différemment de moi ». Camille est née un jeudi matin d'octobre. Elle était en bonne santé. Elle était parfaite. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré. Pas de tristesse, mais de quelque chose que je n'avais pas de mots pour nommer. Quelque chose d'énorme et de fondamental qui se mettait en place. J'ai regardé cette personne que j'avais faite et j'ai pensé « Je ne laisserai jamais rien t'arriver. Je verrai chaque menace avant qu'elle ait un nom. » Je ne savais pas encore que la menace était déjà dans la pièce. Partie 2 du script adapté, 1500 à 1550 mots. Dans les semaines qui ont suivi le retour de Camille à la maison, la mère de Thibaut a commencé à venir plus souvent. 3, 4 fois par semaine. Toujours quand Thibaut était là, toujours en restant plus longtemps que la situation ne le justifiait, toujours avec ses commentaires qui flottaient à mi-chemin entre l'inquiétude et l'accusation. Tu sembles dépassée, ma chérie. Certaines femmes ont plus de mal que d'autres, il n'y a pas de honte. J'ai lu que c'est important de consulter quelqu'un rapidement. Elle disait ces choses en tenant ma fille, ce que je remarquais mais que je me disais mal interprété. Et Thibaut a commencé à faire écho. Doucement, toujours doucement. Tu es sûre que tu dors assez ? Tu avais l'air perdu tout à l'heure. Je m'inquiète pour toi. Le mot « inquiet » a commencé à apparaître dans une phrase sur 2 dans sa bouche, et il m'a fallu 11 jours pour réaliser que plus il disait être inquiet, plus je me sentais mauvaise. Pas triste, pas dépassée, mauvaise. Comme si j'échouais à un test dont je ne connaissais pas les règles. Le 11e jour, j'ai commencé à écrire les choses. Je n'appelais pas ça des preuves, je l'appelais une liste. Un relevé de ce qui avait réellement été dit, de ce qui s'était réellement passé, de ce que l'horodatage montrait vraiment. Parce que je suis ergothérapeute et que j'ai documenté des comportements observables toute ma vie professionnelle, et quelque chose en moi,
quelque chose sous le niveau de la pensée consciente, reconnaissait le schéma avant que mon esprit rationnel accepte de le nommer. 3 jours plus tard, j'ai commandé le babyphone avec la caméra. Pas parce que je soupçonnais quelque chose de précis, parce que j'ai toujours fait confiance à ce que je pouvais voir plutôt qu'à ce qu'on me disait, et quelque chose, un vieux système d'alerte construit dans une maison de Périgueux quand j'avais 10 ans, se déclenchait. Je l'ai installé dans la chambre de Camille à 23 heures un mardi. Thibaut a dit que c'était inutile. J'ai dit « Je sais, je le veux quand même ». Et j'ai orienté le grand angle vers la porte. La chose avec le gaslighting, et je vais employer ce mot parce que c'est le mot correct, même si j'ai mis longtemps à me permettre de l'utiliser, c'est que ça ne ressemble pas à quelqu'un qui te ment. Ça ressemble à toi qui perds prise sur quelque chose que tu tenais facilement avant. Comme si tes mains s'étaient affaiblies sans que tu t'en rendes compte, et que tout ce que tu essaies de saisir continue de glisser, et que la personne à côté de toi répète « Tu vois, tu n'arrives pas à gérer, laisse-moi t'aider ». Et tu commences à les croire. Pas parce que tu es naïve, parce que tu es épuisée, parce que tu es debout toutes les 3 heures depuis 7 semaines, parce que cette personne partage ton lit, ton compte bancaire, le nom de famille de ta fille, et que l'alternative, croire qu'il fait ça délibérément, est tellement énorme et tellement terrible que ton esprit continue de choisir l'explication plus petite, plus douce. Je veux être honnête sur à quel point je me suis approchée de choisir cette explication définitivement. Il y a eu un jeudi, Camille avait environ 5 semaines, où Thibaut est rentré du travail et m'a trouvée en pleurs sur le sol de la cuisine. Pas de façon dramatique, juste assise là, le dos contre le placard, Camille dans son transat à 50 centimètres, toutes les deux parfaitement bien, mais moi qui pleurais de cette façon molle, où il n'y a pas de raison précise, c'est juste tout en même temps. Il s'est assis à côté de moi, et il m'a tenue, et il a dit « Je suis là, j'ai toujours été là ». Et je l'ai cru entièrement. Dans ce moment-là, je l'ai cru comme on croit à la gravité, pas comme un choix, comme un fait du monde physique. Ce même soir, après que j'avais couché Camille, je l'ai entendu téléphoner dans le garage. Je n'écoutais pas, la porte n'était pas vraiment fermée et je passais dans le couloir. Je l'ai entendu dire « Elle était encore par terre aujourd'hui. Je note tout depuis quelques semaines, comme Bertrand me l'avait suggéré. » Et puis une pause. Et puis, je sais. Je sais qu'elle n'acceptera pas d'y aller d'elle-même. Je suis restée dans le couloir un long moment. Je me suis dit que je n'avais pas entendu ce que j'avais entendu. Je suis allée me coucher. Je n'ai pas ajouté ça à la liste. C'est la partie sur laquelle je reviens. Cette nuit où j'ai failli arrêter de documenter. Où j'ai failli me convaincre que les preuves que j'avais déjà rassemblées ne voulaient rien dire. Et je pense à chaque femme qui est déjà arrivée exactement à ce point et qui a reculé, qui a choisi l'explication plus petite et plus douce et lui a confié les années suivantes de sa vie. Et je ressens quelque chose qui n'est pas tout à fait du chagrin, mais qui lui est contigu. Je veux te demander quelque chose là, maintenant. Et je le pense vraiment. Je ne passe pas à la suite avant que tu y aies réfléchi une seconde. Est-ce que quelqu'un en qui tu avais confiance s'est déjà servi de ton moment le plus vulnérable, la version la plus vraie, la plus sans défense de toi, comme d'une donnée, comme de quelque chose à noter, à rapporter à quelqu'un d'autre? Parce que c'est ce qui se passait sur ce sol de cuisine. Le moment que je croyais être le plus humain, le plus connecté qu'on avait eu depuis des mois, il l'inventoriait. Mets ça dans les commentaires, je les lis tous. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous savent exactement ce dont je parle, et je pense que vous méritez de le dire à voix haute. Les images du babyphone sont arrivées 4 jours après ce moment dans le couloir. Et je t'ai déjà dit ce que j'avais entendu. Mais je veux te dire ce qui s'est passé dans les minutes d'après, parce que ces minutes-là sont toute l'histoire en miniature. Je n'ai pas pleuré. Je veux être claire là-dessus. Je suis restée sur le sol de la chambre de Camille pendant 4 minutes avec elle sur ma poitrine et un téléphone dans la main, et je n'ai pas fait un seul bruit. Ce que j'ai ressenti n'était pas de la panique. C'était un calme terrible et clarificateur. La façon dont l'air se fait dans les secondes après un bruit très fort, quand le monde se recalibre. Et sous ce calme, quelque chose que je reconnaissais.
La même chose que j'avais ressentie à 10 ans, quand mon père m'avait regardé dans la cuisine, et que j'avais compris sans un mot que j'étais la seule qui allait faire ce qui devait être fait. J'ai envoyé un message à Sabine qui disait « J'ai besoin que tu viennes. Ce soir. N'appelle pas avant. » Elle m'a répondu en 40 secondes « J'arrive. » C'est qui est Sabine Aubert. Je veux te dire qui elle est, parce qu'elle compte dans cette histoire comme un mur porteur compte dans une maison, de façon invisible, jusqu'à ce que tout le reste se déplace et qu'on comprenne enfin ce qui tenait tout debout. J'ai rencontré Sabine ma première semaine au cabinet, il y a 6 ans. Elle était la thérapeute senior, 7 ans d'avance sur moi, et elle avait cette qualité particulière de quelqu'un qui a déjà fait toutes les erreurs qui valaient la peine d'être faites et en a extrait chaque leçon. Elle avait quitté une relation de 7 ans à 36 ans, était sortie d'un appartement, d'une vie partagée, d'une version entière d'elle-même, et elle en parlait comme quelqu'un qui parle d'une opération. Quelque chose de nécessaire, de douloureux, qui avait produit une personne qui fonctionnait mieux. Elle était la première collègue que j'ai jamais eue qui, quand je disais « je vais bien », me regardait et disait « je sais ». C'est quoi la vraie réponse? Elle est arrivée à ma porte à 00h30, dans un pull en laine couleur terracotta, avec son badge du cabinet encore accroché à la poche. Elle s'était habillée en moins de 3 minutes. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle a dit « montre-moi ». Je lui ai montré la vidéo. Elle l'a regardée une fois, complètement immobile, les mains autour d'une tasse de thé que je lui avais préparée automatiquement, parce que préparer du thé était quelque chose que je pouvais faire avec mon corps, pendant que mon esprit était ailleurs. Puis elle m'a regardée et elle a dit « Depuis combien de temps tu prends des notes ?» Je suis allée dans la chambre et je suis revenue avec le carnet. 11 pages, écriture serrée, date et heure dans la marge. Elle l'a lu sans parler. J'ai regardé son visage pendant qu'elle lisait, et j'ai vu la chose qu'elle essayait de ne pas me montrer, qu'elle avait peur. Pas pour elle, pour moi et pour Camille. Quand elle a fini, elle a posé le carnet très soigneusement sur la table, comme on pose quelque chose qui a de l'importance. Elle a dit « Je dois te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu l'entendes clairement. » J'ai dit « D'accord. » Elle a dit « C'est ce à quoi ressemble l'emprise. » Je le sais parce que j'y ai vécu 4 ans et que je n'avais pas de carnet. J'ai hoché la tête, pas parce que j'étais calme, parce qu'une partie de moi savait que c'était le mot depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre, et l'entendre le dire à voix haute n'a pas cassé quelque chose, ça a nommé quelque chose qui était déjà cassé. On est resté à cette table jusqu'à 3 heures du matin. Elle a refait du thé, j'ai donné le sein à Camille 2 fois. On n'a pas parlé de sentiments, on a parlé de faits. Ce que j'avais, ce que je pouvais documenter, ce que les options juridiques étaient. C'est ça que je veux dire quand je dis que Sabine est qui elle est. Une autre personne m'aurait tenu la main et aurait pleuré avec moi. Sabine a tenu mes preuves et m'a aidé à comprendre quoi en faire. Elle m'a aussi dit quelque chose que je ne savais pas. Elle a dit « Regarde le compte bancaire. Pas seulement les dernières transactions. Remonte 4 mois. » J'ai ouvert l'application sur mon téléphone, là, à cette table. Ce que j'ai trouvé n'était pas les 2 virements que j'avais déjà remarqués. Ce que j'ai trouvé, c'était 9. 9 retraits sur 4 mois, allant de 700 à 3800 €, tous affectés à des catégories de frais professionnels que Thibaut gérait. Total, un peu plus de 18 500 €. Depuis un compte joint sur lequel mon salaire avait été viré fidèlement pendant 3 ans et auquel je n'avais plus touché depuis 6 semaines parce que j'essayais d'être prudente. Je suis restée un moment avec ce chiffre. 18 500 €. Déplacé par tranches assez petites pour ne déclencher aucune alerte automatique. Déplacé avec la patience de quelqu'un qui planifiait ça depuis un moment. Sabine m'observait. Elle ne disait rien. J'ai pris mon stylo et j'ai ajouté ça à la liste. Puis j'ai ouvert ma messagerie, parce que Sabine avait dit « regarde tout, pas seulement le compte ». Et j'ai cherché le nom de Thibaut dans le dossier envoyé de la boîte mail commune qu'on avait tous les deux et dont on ne se servait presque jamais. Il y avait 3 emails que je n'avais pas vus.
Le plus récent était un fil transféré, envoyé à une adresse que je ne reconnaissais pas, avec un objet qui disait « Observation, EM, mise à jour ». Mes initiales. Je l'ai ouvert. Il était rédigé dans un langage clinique, détaché, précis, le vocabulaire particulier d'une évaluation psychiatrique. Il décrivait une femme qui avait été observée comme désorientée au réveil, émotionnellement instable, incapable d'assurer une prise en charge cohérente de son nourrisson, résistante à tout accompagnement professionnel malgré plusieurs interventions de la famille. Il y avait un nom en bas du document. Dr Bertrand Lussac. J'ai regardé Sabine. Elle m'a regardé. Aucune de nous n'a rien dit pendant un moment. Puis elle a dit, très doucement, « Il constitue un dossier sur toi. Pas pour m'aider, pas parce qu'il s'inquiétait, pour l'utiliser, pour le remettre à un médecin avec une licence suspendue et une dette envers la famille Vernet, et la disposition d'écrire ce que le document devait dire, pour qu'un juge quelque part regarde un papier signé par un médecin, un mari inquiet et une belle-mère attentive, et décide qu'Élise Maréchal était inapte. Inapte à s'occuper de sa fille, inapte à gérer ses propres affaires, inapte à se dresser sur le chemin d'une réorganisation financière qui avait été en marche des mois avant que Camille soit née. Je suis restée avec cette compréhension exactement le temps qu'il m'a fallu pour finir mon thé. Puis j'ai dit, « Il me faut une avocate, demain matin à la 1re heure. » Sabine a dit, « J'ai déjà un nom. » J'ai passé une grande partie de ma vie professionnelle à aider des gens à se préparer à des choses difficiles. Je travaille avec des enfants qui doivent réapprendre à utiliser leurs mains, leurs bras, les mécanismes ordinaires de leur corps après que quelque chose les leur a retirés. Et ce que j'ai appris, ce qui est vrai à chaque fois sans exception, c'est que la préparation n'est pas l'absence de peur. La préparation, c'est ce que tu fais avec tes mains pendant que la peur se passe. Tu n'attends pas qu'elle passe. Tu travailles à l'intérieur d'elle. C'est comme ça que j'ai passé les 12 heures entre 3 heures du matin et le moment où j'ai appelé le cabinet de maître Laure Frémiot. Après que Sabine s'est endormie sur le canapé, elle avait refusé de partir, avait juste retiré ses boots et s'était pliée sur les coussins comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je me suis installée à la table de cuisine avec le carnet et j'ai tout ajouté. L'email, les initiales, le nom du médecin. J'ai écrit Dr Bertrand Lussac en haut d'une page propre et en dessous j'ai écrit ce que je savais. Licence suspendue, expertise contractuelle, lien avec la famille Vernet, document préliminaire portant mes initiales. Puis j'ai ouvert un navigateur et j'ai passé 40 minutes à construire un portrait de qui il était. Un cabinet psychiatrique à Bordeaux-Lac, fermé en 2021 suite à une plainte auprès du Conseil de l'Ordre. 3 documents publics, 2 témoignages comme expert judiciaire, les 2 pour le même cabinet d'avocats en droit de la famille. Un cabinet dont j'ai découvert, dans la dernière recherche avant que le soleil se lève, qu'un associé senior apparaissait dans le même annuaire professionnel que le notaire d'Hélène Vernet. J'ai tout noté, date, numéro de dossier, nom. J'écrivais comme j'écris des notes cliniques, sans éditer, sans émotion, juste les faits observables dans l'ordre. Quand j'ai fermé le carnet, j'avais 14 pages. J'ai regardé ces 14 pages dans la lumière du petit matin et j'ai ressenti quelque chose que je veux décrire avec précision, parce que je pense que ça compte. Ce n'était pas de la colère exactement. Ce n'était pas du triomphe. C'était plus proche de la sensation d'entrer dans une pièce qu'on t'avait dit vide, d'allumer la lumière et de voir exactement ce que tu savais qui s'y trouvait. Une sorte de validation terrible. La preuve que ta perception était correcte depuis le début, et le deuil de savoir que tu avais besoin de cette preuve. Sabine s'est réveillée à 7h15. J'avais fait du café, donné le sein à Camille, changé sa couche, et je m'étais habillée. De vrais vêtements, pas le pull de Thibaut. Un pull en mérinos gris et un jean, les cheveux vraiment coiffés et descendus. Sabine m'a regardée, puis a regardé la table et a dit « Tu n'as pas dormi ?» J'ai dit « Non ». Elle a dit « Bien, moi non plus je n'aurais pas dormi ». À 8h, elle a appelé maître Laure Frémiot. Je veux te dire qui est Laure, parce qu'elle compte.
Sabine l'avait consulté 3 ans plus tôt dans une affaire impliquant une collègue et un licenciement abusif, et ce qu'elle en disait, c'était ça. Elle lit un document comme un chirurgien lit un scanner. Elle ne rate rien. Son cabinet était dans le quartier des Chartrons à Bordeaux, 2e étage d'un immeuble qui sentait la moquette ancienne et le bon café, et elle pratiquait le droit de la famille depuis 19 ans. Elle avait 52 ans, petite et précise, avec des lunettes à monture fine qu'elle mettait et enlevait en continu, et une façon d'écouter qui te donnait l'impression que chaque mot que tu disais était pesé pour ce qu'il valait. On était dans son bureau à 9h15. J'ai posé le carnet sur sa table, j'ai posé les relevés bancaires à côté. J'ai posé le fil d'email imprimé avec l'évaluation psychiatrique préliminaire à côté de ça. Et puis j'ai posé mon téléphone sur le bureau et j'ai lancé 47 secondes d'audio enregistrées par le babyphone. Elle a tout écouté sans rien noter. Puis elle a mis ses lunettes et elle a pris le carnet et elle a lu pendant 22 minutes. Je le sais parce qu'il y avait une horloge sur le mur derrière elle, et je la regardais comme on regarde les choses quand on essaie de rester dans son corps et de ne pas s'évader de la situation. Quand elle a fini, elle a posé le carnet avec la même délibération soigneuse que Sabine, et elle m'a regardée et elle a dit « On va déposer une demande d'ordonnance de protection d'urgence et une saisie conservatoire aujourd'hui. » Puis elle a marqué une pause et elle a dit quelque chose que je porte avec moi chaque jour depuis. Elle a dit « Vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire. Vous ne saviez simplement pas que vous le faisiez. » Je n'ai pas pleuré dans son bureau. J'ai attendu d'être dans l'ascenseur, et là je me suis tournée vers Sabine, et j'ai posé mon front sur son épaule pendant environ 4 secondes, et puis les portes se sont ouvertes, et je me suis redressée, et on est sorti dans la matinée. C'est ce moment-là, celui sur lequel je reviens sans cesse. Pas la confrontation, pas la victoire juridique, pas le moment où les papiers ont été signifiés. Ces 4 secondes dans l'ascenseur, front sur l'épaule d'une amie, sachant pour la première fois depuis des mois que ma perception de la réalité m'appartenait et qu'elle était correcte et que je ne perdais pas la tête. Je documentais un crime. Si ça a atterri quelque part en toi, si tu connais ce sentiment d'être enfin dit que tu avais raison, alors que tu avais presque cessé de le croire, appuie sur ce bouton j'aime. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. C'est peu de choses, mais ça compte plus que je ne saurais l'expliquer dans un script YouTube. Maître Frémiot a déposé à 11h52. L'ordonnance de protection d'urgence et la saisie conservatoire couvraient le compte joint, les 2 biens immobiliers que Thibault avait déclarés dans son bilan patrimonial quand on s'était marié, et, parce que Laure avait travaillé vite et avec précision, la SCI Vernet Patrimoine Familial au nom d'Hélène, sur laquelle 280 000 € d'actifs transférés s'étaient retrouvés au cours des 4 mois précédents. Cette dernière partie, Laure me l'a expliqué plus tard, avait nécessité un dépôt supplémentaire et un appel téléphonique à une juge avec laquelle elle travaillait depuis 10 ans. Elle avait fait les deux entre 10h et midi. Thibault a été signifié à son bureau à 15h11. Je le sais parce que Sabine était avec moi chez elle quand la confirmation de l'huissier est apparue sur l'interface du cabinet de Laure, et j'ai regardé l'horodatage et j'ai pensé au sien. 21h43 à 21h47, un lundi soir. 4 minutes où il croyait être invisible. 4 minutes qui se sont avérées être les 4 minutes les mieux documentées de sa vie. Je n'ai pas ressenti de triomphe quand la confirmation est arrivée. Je veux être honnête là-dessus, parce que je pense qu'on s'attend à une réaction différente. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus silencieux et de plus lourd. Parce que l'homme à qui on signifiait des papiers dans une agence de promotion immobilière des Chartrons était aussi l'homme qui m'avait tenu sur un sol de cuisine 5 semaines plus tôt et avait dit « Je suis là ». Et le fait que ces 2 choses soient vraies, que ces 2 hommes existaient à l'intérieur de la même personne, c'était quelque chose que je ne pouvais pas résoudre avec un dépôt juridique. Ça restait là, non résolu, comme certaines choses restent. Hélène a appelé Thibault depuis sa voiture sur le parking d'un carrefour à Talence à 15h34. Je le sais parce que le cabinet de Laure a reçu un appel de l'avocate d'Hélène à 15h51.
La première question de l'avocate était de savoir s'il y avait une possibilité de négociation. La réponse de Laure tenait en une phrase. La position de ma cliente est entièrement documentée. Le docteur Lussac a reçu un courrier du cabinet de Laure à 16 heures, l'informant que l'évaluation psychiatrique préliminaire portant son nom avait été versée à une procédure judiciaire et que tout document supplémentaire produit par lui en lien avec cette affaire serait soumis à examen probatoire. Il n'a pas répondu. Il n'a produit aucun document supplémentaire. La chose avec regarder un plan s'effondrer, c'est que ça ne fait pas de bruit. Il n'y a pas de fracas, pas de dénouement spectaculaire. Il y a juste une série d'appels téléphoniques qui ne se passent pas comme prévu. Une série de portes qui se révèlent fermées à clé. Un silence là où il devait y avoir de l'élan. C'est ce qui est arrivé à Thibaut et à Hélène l'après-midi d'un mercredi de novembre. Pas un fracas, juste un silence. Je me suis assise sur le canapé de Sabine ce soir-là, avec Camille endormie dans le berceau portable à côté de moi, et j'ai essayé de localiser ce que je ressentais. J'ai passé en revue les évidentes, la colère, le soulagement, le deuil, la validation. Elles étaient toutes là, mais aucune n'était la chose principale. La chose principale était en dessous de toutes les autres, plus silencieuse et plus étrange. C'était la sensation d'être rendue à moi-même, de me voir restituer quelque chose que je n'avais pas su qu'on me prenait jusqu'à ce que ça soit parti. Sabine a fait à dîner. Quelque chose avec des pâtes et beaucoup d'ail, le genre de repas qui parle de chaleur plutôt que de nutrition. On a mangé à sa table de cuisine et son chat s'est installé contre ma cheville et je l'ai laissé faire. On n'a pas parlé de Thibaut, ni d'Hélène, ni de Laure, ni de la procédure. On a parlé d'une de mes patientes à laquelle je pensais, une petite fille de 7 ans qui réapprenait à tenir un crayon après une atteinte neurologique et qui, lors de ma dernière séance avant mon congé, avait réussi pour la première fois à écrire son propre prénom. Sabine a dit « C'est tout le métier, ça ». J'ai dit « Ouais, c'est tout le métier ». Ce soir-là, après que Sabine était allée se coucher et que la maison était silencieuse et que Camille était nourrie et endormie, je me suis assise seule à cette table de cuisine et j'ai pensé à Hélène. Pas avec de la colère, avec quelque chose de plus compliqué. J'ai pensé à une femme qui s'était mariée jeune et avait géré toute sa vie vers le haut et avait construit son identité autour d'un fils qui avait besoin qu'elle soit indispensable. J'ai pensé à ce que ça devait faire de regarder son fils construire une vie qui ne la nécessite pas. J'ai pensé à la façon dont la peur, chez certaines personnes, tourne et se transforme en quelque chose qui porte le costume de l'amour jusqu'à ce qu'on ne sache plus les distinguer. Je ne lui ai pas pardonné ce soir-là. Je ne suis pas sûre de l'avoir fait aujourd'hui encore. Mais je l'ai vu. Et voir la part humaine à l'intérieur de la chose terrible, c'est ce qui m'a permis de partir sans avoir besoin du dernier mot. Les conséquences sont arrivées comme elles arrivent toujours quand quelqu'un a bâti une tromperie sur du temps emprunté. Pas d'un coup, mais en une séquence d'effondrement tranquille, chacun plus silencieux que le précédent. Laure m'a appelé 10 jours après le dépôt pour me dire que l'avocate de Thibaut avait fait une deuxième tentative de négociation et que l'avocate d'Hélène s'était retirée du litige sur les actifs. Les 280 000 € sur la SCI étaient gelés dans l'attente de la procédure de divorce. Les 2 biens immobiliers étaient sous protection judiciaire. Le compte joint avait été restructuré à mon nom comme titulaire principal par ordonnance du tribunal. Thibaut avait emménagé chez sa mère à Talence. Il n'avait pas cherché à me contacter directement depuis la signification, ce que Laure disait être soit le conseil de son avocate, soit le comportement de quelqu'un qui avait compris, enfin, qu'il n'y avait plus rien à gérer. J'ai appris la plupart du reste par Sabine, qui avait une collègue au cabinet dont le compagnon travaillait dans l'immobilier résidentiel, dans le même cercle professionnel que Thibaut. Dans une ville comme Bordeaux, dans un milieu aussi petit que la promotion immobilière régionale, les choses remontent. Ce qui a remonté, c'est ceci. Thibaut portait 95 000 € de dettes professionnelles personnelles que personne dans notre mariage n'avait su, séquelles d'un projet effondré qu'il ne m'avait jamais raconté entièrement. La SAS Vernet Patrimoine, que sa mère possédait techniquement et qu'il gérait nominalement,
fonctionnait à perte depuis 2 ans. Le transfert vers la SCI d'Hélène, les 280 000 euros, n'avait pas été un acte spontané de manœuvre financière. C'était le dernier mouvement d'un plan en marche, selon l'estimation de Laure, depuis au moins 8 mois avant la naissance de Camille. 8 mois. Camille avait 7 semaines quand j'ai trouvé l'enregistrement. Ce qui veut dire que quelqu'un planifiait ça pendant que j'étais enceinte. Pendant que je montais la chambre de bébé et que je choisissais un prénom et que je lisais des livres sur le sommeil du nourrisson et que je croyais, avec tout ce que j'avais d'ouvert et de sans défense, qu'on construisait quelque chose ensemble. Je suis restée longtemps avec ça. J'y suis encore assise, d'une certaine façon. Pas parce que ça me détruit, plus maintenant, mais parce que c'est le genre de connaissance qui change la forme du passé. Tu regardes des moments précis en arrière et tu les comprends différemment. La conversation où Thibaut avait suggéré qu'on mette l'appartement à son nom pour des raisons fiscales. Le soir où il avait mentionné, comme ça, que sa mère ferait une excellente tutrice d'urgence pour Camille, si jamais il nous arrivait quelque chose. La façon dont il avait commencé à parler de mon travail au passé, si doucement que je ne l'avais presque pas remarqué. Quand tu travaillais au lieu de quand tu reprends. Je le remarquais maintenant. Je le remarquais tout, rétrospectivement, avec la façon exquise et douloureuse dont fonctionne la rétrospective. Et puis j'ai pris une décision que je crois être la bonne. J'ai tout écrit, ajouté au carnet, remis à Laure, et puis j'ai fermé le carnet et je ne l'ai plus rouvert. Parce qu'il y a une version de la reconstruction qui est juste une poursuite étendue, où tu continues à bâtir le dossier longtemps après que le verdict est rendu, parce que le dossier est la seule façon que tu connais de tenir la douleur. J'avais vu cette version chez des gens que j'aimais et je n'en voulais pas. Je suis retournée au travail un mardi de février. Camille avait 4 mois, le visage tout rond et les mains qui agrippaient tout, profondément méfiante envers quiconque n'était pas moi ou Sabine, ce que je prenais comme la preuve d'un excellent jugement. J'avais organisé une garde via le réseau du cabinet, une femme prénommée Danielle qui gardait 3 autres enfants dans un appartement à 12 minutes du cabinet et qui, dès mon premier jour de reprise, m'a envoyé une photo de Camille endormie dans son transat avec une serviette en tissu pliée sur la tête comme un petit chapeau, avec ce commentaire. Elle l'a mis elle-même, je ne sais pas comment. Je suis entrée au cabinet et Sabine était au bureau d'accueil et elle m'a tendu un café et elle a dit « Bienvenue, ta patiente de 9 heures est déjà en salle 3 et elle veut te montrer quelque chose. » Aucune cérémonie, aucune reconnaissance des 4 mois écoulés, juste la prochaine chose qui attendait. Je ne l'ai jamais aimée davantage qu'à ce moment-là. Ma patiente de 9 heures était une petite fille de 6 ans qui réapprenait la motricité fine après une fracture du poignet, et ce qu'elle voulait me montrer, c'est qu'elle pouvait désormais faire ses lacets toute seule. Elle me l'a démontré 3 fois. La 3e fois, elle a levé les yeux vers moi, avec la fierté particulière de quelqu'un qui a travaillé très dur pour quelque chose que la plupart des gens tiennent pour acquis, et elle a dit « J'ai pratiqué tous les jours. » J'ai dit « Je sais, ça se voit. » Et je pensais les 2 phrases dans plus d'une direction à la fois. Je n'ai pas écrit de lettre à Thibaut. J'y avais pensé, comme on pense aux choses qu'on finit par décider de ne pas faire, en les retournant, en les examinant, en les reposant. Ce que j'avais à lui dire, je l'avais déjà dit dans 14 pages de preuves documentées et un dépôt juridique qui lui avait coûté 280 000 euros, un mariage et un plan qu'il avait mis la meilleure partie d'1 an à construire. La déclaration avait été faite. Elle n'avait pas besoin de post-scriptum. Ce que j'ai écrit était autre chose. C'était une note pour moi, une page, sur le même papier de carnet ordinaire que l'inventaire. Pas à des fins juridiques, pas pour que quelqu'un d'autre la lise. Elle disait ceci. Tu n'imaginais pas. Tu n'étais pas trop sensible, trop anxieuse, trop envahissante. Tu étais une femme dans une situation qui nécessitait exactement les compétences que tu avais passé toute ta vie à construire, et tu les as utilisées. Ce qui était censé être ta faiblesse, la façon dont tu documentes, dont tu observes, dont tu fais confiance aux preuves plutôt qu'aux réassurances, c'est ce qui t'a sauvé. Tu n'as pas gagné malgré qui tu es, tu as gagné grâce à ça. Je l'ai lu à Sabine au téléphone ce soir-là. Il y a eu un silence de son côté.
Puis elle a dit « C'est ça, c'est tout ». Et je savais qu'elle avait raison. Je m'appelle Élise Maréchal, j'ai 33 ans, je vis dans un appartement loué dans les Chartrons avec 2 pièces et un petit balcon où j'ai commencé, de façon improbable, à faire pousser des tomates. Camille a 6 mois maintenant et des opinions très arrêtées sur la musique et un rire qui ressemble à quelqu'un qui renverse un verre de bille. Chaque matin, je fais du café et je m'assieds à la table de cuisine pendant qu'elle regarde le monde depuis son transat avec ses grands yeux qui évaluent tout, et je pense, c'est ça la vie. Pas la vie que j'avais prévue, la vie dans laquelle je suis. Et je n'échangerai pas un seul moment documenté, horodaté, âprement acquis de tout ça. Le babyphone est toujours dans la chambre de Camille. Je n'en ai plus besoin pour les mêmes raisons qu'avant, mais je ne l'ai pas enlevé. Parfois la nuit, quand Camille dort, j'ouvre l'application juste pour la regarder. Juste pour voir, de mes propres yeux, qu'elle est exactement là où je l'ai mise, exactement aussi en sécurité que je le sais. La caméra ne ment pas. Elle n'a jamais menti. Avant de partir, je veux te poser une question. Et je la pose vraiment, ce n'est pas une réplique de script. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de te faire douter de ta propre perception, ta propre mémoire, ta propre version des événements? Est-ce que quelqu'un a jamais été tellement engagé dans une autre version de l'histoire que tu as commencé à te demander s'il avait raison? Laisse ça dans les commentaires. Pas parce que je veux que tu revives quelque chose de douloureux, mais parce que je pense qu'il y a des gens qui regardent ça là maintenant et qui ne l'ont jamais dit à voix haute à personne. Et le dire, même dans un commentaire, même à des inconnus, c'est le premier petit pas vers te faire de nouveau confiance. Je lis chaque commentaire. Si cette histoire t'a touché quelque part, appuie sur j'aime, abonne-toi pour ne pas manquer la suite et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que être la personne qui remarque les choses, qui documente les choses, qui fait confiance à ce qu'elle voit vraiment, ce n'est pas une faiblesse. Ça n'a jamais été une faiblesse. À très vite.